Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'étrange voyage, dans lequel nous allons prendre aujourd'hui le chemin de la Corée du Sud. C'est là qu'au début des années 2000 se sont déroulés de dramatiques événements qui, une fois révélés au grand public, ont bouleversé la société coréenne. Sauf que, avant de voir ce peuple verser des larmes de remords et d'indignation, vous allez découvrir que cette histoire a suivi un parcours démontrant à quel point parfois les bourreaux sont bien mieux lotis que les victimes. Et vous allez voir également qu'au travers de cette affaire viennent s'imbriquer d'autres éléments encore plus troublants dont j'en suis certain vous n'avez probablement jamais entendu parler. En tout cas je l'espère. Laissez-vous porter par les détails de cette horrible histoire qui va vous mener des années 1960 jusqu'au réalisateur de Squid Game. Et pour ce faire je vais aujourd'hui être accompagné non pas de Alter car ce dernier ne se sent pas très bien, mais du youtubeur Rubness. Merci, bienvenue à tous et à toutes et bon voyage. Avant d'entrer dans le cœur de l'affaire qui nous intéresse, passons par un bref aperçu, de manière chronologique, de l'histoire du lieu dans lequel tout se déroule. Toute notre histoire débute lors de la création d'un orphelinat pour sourds-muets le 1er octobre 1956, nommé l'orphelinat Jeonnam. 4 années plus tard, le 17 avril 1960, l'orphelinat se dote d'une école destinée à l'éducation des enfants malentendants. En 1962, l'établissement ainsi que l'orphelinat se fondent en une seule et même fondation nommée Wooseok. À tout cela viendra s'ajouter en 1964 une section collège. En 1972, la fondation devient une association d'aide sociale ayant pour objectif de venir en aide aux personnes malentendantes afin de favoriser leur intégration dans la société. Elle se compose à ce moment-là de 4 branches. On y retrouve l'école, composée du primaire et du collège, l'orphelinat, un atelier d'apprentissage et enfin un centre de travail pour adultes handicapés. En 1981, l'association sera rebaptisée Gwangju Inwawon. Puis, le 30 mars 1992, l'école prend le nom de École Inwa, un mot signifiant en coréen harmonie et bienveillance. En 1993, une section maternelle et une section lycée viennent s'ajouter à l'établissement scolaire. Et si nous faisons un petit bond en avant, jusqu'en 2011, eh bien, on s'aperçoit que l'école a bien grandi puisqu'elle se compose de 48 classes de primaire, 39 classes de collège et 15 classes de lycée, faisant ainsi de l'école d'Inwa l'un des plus grands établissements à la fois scolaires et d'accueil pour personnes sourdes et muettes. L'ensemble de ces établissements est situé par ailleurs dans la ville de Gwangju, l'une des 6 plus grandes villes de Corée du Sud, elle-même localisée dans la province de Jeolla du Sud, qui se prononce quelque chose comme Jeollanam-do, dont le nom avait inspiré celui de l'orphelinat d'origine. La devise de l'école est amour, sincérité, effort. Devise qui a été rédigée et décidée par les fondateurs de l'orphelinat Jeonnam, qui n'étaient autres à l'époque que les jésuites. On sent à travers cette devise les liens de solidarité mis en place au sein de cette structure, ce qui semble positif pour le moment. Sur papier, oui, tout cela paraît partir effectivement du bon pied. Mais maintenant que le décor est planté, puisque c'est sur ça que nous devions partir, ajoutons de suite un détail à tout cela. Le lieu qui a ouvert dans les années 1960, va finir par fermer ses portes en 2012. Mais pourquoi a-t-elle fermé ? Eh bien ça, c'est ce que nous allons voir. Maintenant que les bases des lieux sont posées, que vous savez dans quoi nous allons mettre les pieds, on peut débuter cette affaire en partant d'une date bien précise, le mardi 21 juin 2005. Ce jour-là, Jeon, jeune professeur malentendant, titulaire d'une licence d'assistant social et travaillant comme conseiller d'orientation en internat à l'école d'Inwa, est chez lui en train de travailler à son bureau. Soudainement, vers 19h, son téléphone sonne. Il décroche. Une femme au bout du fil prend la parole. Allô, professeur Inseom, je vous appelle parce qu'une amie de ma fille, élève dans une classe pour malentendants, s'est fait agresser. C'est Bien qu'atteint lui-même d'un handicap auditif, Jeon a parfaitement compris. Son téléphone est adapté à son handicap. Et surtout, il a très bien entendu ce que cette mère vient de lui annoncer. Les faits sont gravissimes, il faut agir. Et ça, il le sait. Et entre nous, eh bien, c'est à partir de ce coup de fil que va se déclencher une suite d'événements plutôt, on va dire, nauséabonds. C'est aussi à partir de là que s'ouvre devant nous
tout un rabbit hole qui va nous plonger jusque dans les années 60. Suite à cet appel, Jeon mène une petite enquête interne. Et ce qu'il découvre dépasse de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer. Alors pour commencer, il se rend dans le bureau de l'infirmière scolaire, se disant qu'une femme qui travaille là depuis des années, qui est là pour normalement aider les enfants, prendre soin d'eux, aurait peut-être été témoin de quelque chose. Peut-être même aurait-elle entendu parler de quelque chose. Sauf que, une fois mis au courant de l'appel à l'aide que Jeon a reçu la veille, sa réaction n'est pas exactement celle à laquelle il s'attendait. Laissez faire professeur, cette école a sa réputation, ne cherchez pas plus loin. Choqué et en colère par la réponse qu'il vient de recevoir, Jeon fait le tour de l'école. Il parle du coup de fil à tous les enseignants, à tous les surveillants, à tous les professeurs, mais les réponses qu'il entend sont déconcertantes. Laissez tomber, monsieur Jeon, laissez tomber. Il ne lui reste alors plus qu'une seule solution, aller parler à la direction. L'homme en charge de l'établissement est un certain monsieur Kim Kyung-jun. Et voici ce que ce dernier a à dire à Jeon. Vous savez, monsieur Jeon, notre établissement a une solide réputation. Il serait dommage qu'elle soit entachée par des accusations infondées. Sidéré, littéralement sidéré par cette réponse, Jeon décide de mener sa propre enquête afin de voir si cet appel était fondé sur quelque chose de tangible. Peu à peu, à force de creuser, il découvre que ce qu'il a entendu de la bouche d'une maman au téléphone se reflète dans le comportement désordonné de plusieurs élèves malentendants, certains ayant été témoins, mais également et surtout d'autres ayant été victimes. Ce mardi-là, à peine 12 heures après l'appel, il confirme très rapidement les faits, rassemble des témoignages et commence à entrevoir ce que cachent les entrailles de cet établissement dans lequel il n'a lui-même pris poste que récemment. Ainsi, au fil de son investigation, les enfants vont se mettre à lui confier plusieurs histoires. Il va entendre parler de visites nocturnes dans les dortoirs, par des membres du personnel, il va entendre parler d'enfants qui ont disparu durant plusieurs jours avant de revenir en classe, apparaissant de nulle part, le corps couvert d'hématomes, ou encore d'histoires de jeunes filles marquées au poignet par des sillons provoqués, semble-t-il, par du fil de pêche, ayant du mal à marcher après ce qu'il s'était appelé comme étant une réunion privée avec un ou plusieurs enseignants. Et ça, juste pour confirmation, ce sont les élèves qui le racontent ? Oui, ces quelques scènes ont été décrites par plusieurs élèves, et c'est non sans mal qu'ils se sont ouverts au professeur Jeon. Comme personne ne semble vouloir l'aider, il décide de prendre une caméra et d'enregistrer les témoignages de ses enfants. Et ce geste en fait a deux buts principaux, rassembler des preuves et se protéger d'éventuelles représailles. Mais la plus grande chose qu'il découvre, c'est la loi du silence. Tout le monde sait et personne ne parle. Le lendemain, mercredi 22 juin, il appelle une hotline d'urgence spécialisée dans l'aide aux victimes handicapées de Gwangju. Des élèves handicapés âgés de 7 à 22 ans ont été victimes de maltraitance inhumaine, de collectifs et d'une multitude d'autres atrocités trop nombreuses pour être énumérées. Cette phrase dit absolument tout. Elle pose les bases et dévoile un secret lourdement gardé. Un secret enfoui depuis des années, un secret protégé par une famille, une véritable dynastie dirigeant l'école d'une main de fer. S'il est une chose dont on entend rarement parler dans cette histoire, c'est le lien profond qui unit l'école d'Inhwa à une famille. On va les appeler les Kim. Ce sont eux qui gèrent l'école, la fondation et toutes les structures qui y sont rattachées. Et ce depuis au moins 2 décennies. Soit depuis les années 1980. Au moment des faits rapportés par Jeon, les têtes dirigeantes de l'école Inhwa étaient au nombre de 9. Tout en haut de la hiérarchie, on retrouve un couple, Kim Tae-kyung, président du conseil d'administration, et sa femme, Park Yeong-chae, directrice générale. Ils sont accompagnés de leurs 2 fils, Kim Kang-seok, principal de l'école spécialisée d'Inhwa, et Kim Kang-jun, directeur administratif. À leur côté, on retrouve également la nièce de Park Yeon-chae, une certaine Park Eun-sum, qui occupe le poste de directrice des affaires étudiantes, ainsi que 2 beaux-frères de Park Yeon-chae, qui font également partie de l'équipe dirigeante. Im Chang-won, directeur de l'école, et Han Seo-dong, directeur du centre de travail. Enfin, pour compléter ce cercle d'influence, 2 amis proches de la famille Kim sont intégrés. Il y a Kim Yeong-chae, conseiller juridique, et Lee Hwang-yeong, responsable de l'atelier pour personnes en situation de handicap.
Suite à l'appel passé par Jeon le 8 juillet 2005, un comité de lutte contre les violences sexuelles composé de 26 associations civiques est mis en place. La première chose que ce comité va découvrir, c'est que la famille Kim, en association avec leurs proches placés à la tête de l'école, avait pendant des années fabriqué de faux chiffres sur le nombre réel d'élèves accueillis à Inwa. Est-ce qu'ils ont fait ça pour obtenir plus d'argent, de subventions ou quelque chose dans ce genre-là? C'est exactement ça. Et vous verrez à la fin de cette vidéo que ce remaniement des chiffres ne date pas d'aujourd'hui par ailleurs. Cette manipulation d'effectifs a en fait pour but de pouvoir récupérer plus d'argent, mais aussi de matériel destiné aux enfants. Sauf que ce matériel, les élèves n'en voyaient jamais la couleur. Au lieu de le leur mettre à disposition, les dirigeants de l'école les revendaient, dans le but tout simplement de remplir un peu plus leur propre poche. L'école bénéficiait en plus de cela d'un statut particulier. Accueillant des enfants sourds et muets, elle recevait de multiples financements de l'État, d'associations ainsi que de la ville. Et tout cet argent était entièrement géré par la famille Kim qui, de surcroît, n'avait de compte à rendre à personne. Ainsi, sous la mainmise des Kim, ce n'est pas une école de réinsertion qui s'est développée, mais une véritable entreprise privée, profitant de son statut d'institution éducative pour enfants sourds afin de détourner l'argent public. Quelques mois plus tard, le 1er novembre 2005, l'émission PD Notebook, diffusée sur la chaîne MBC, consacre un reportage spécial à cette affaire, intitulé « La vérité cachée ». Signalement de violences sexuelles dans les établissements spécialisés. Et c'est à partir de là que les choses vont devenir de plus en plus difficiles à entendre, notamment à travers des témoignages bouleversants recueillis par les journalistes de l'émission PD Notebook. Au lieu de me frapper quand je faisais une erreur, il m'embrassait avec force. Ce n'était pas une simple bise, mais un baiser appuyé. C'était vraiment trop. J'ai dit « S'il vous plaît, frappez-moi, frappez-moi. Je veux rentrer à la maison, vite, frappez-moi. » Mais l'enseignant a dit « Laisse-moi juste te toucher une fois. » Je faisais le ménage, ce n'était pas normal. Mais il n'arrêtait pas de me suivre en disant qu'il voulait avoir des relations avec moi. Alors c'était très difficile de faire le nettoyage. Il a caressé ma poitrine et mes oreilles et a baissé mon pantalon. J'étais à moitié endormi. Je ne m'en suis pas bien rendu compte. Mais soudainement, il a pénétré. Pourtant, cette école spécialisée devait être un endroit de confiance. Comme je l'avais annoncé, ces témoignages sont difficiles à entendre. Ils dépeignent avec une franchise et une intensité rare les événements survenus entre 2000 et 2005 au sein de l'école d'Inwa. Tout au long du reportage, les récits s'enchaînent, nombreux, bouleversants, insoutenables parfois. Souvent même. De manière systématique, les élèves pris pour cible sont ainsi harcelés, abusés, torturés par des adultes censés, eux, de leur côté, les protéger. Et j'ai trouvé un autre témoignage, très difficile à entendre, mais j'ai décidé de ne pas vous le donner dans son entièreté, tant les faits sont atroces. Mais pour que vous puissiez imaginer ce que certains élèves enduraient, je vais simplement citer l'extrait tiré d'un article du journal TV Report abordant ce même témoignage. Ils m'ont attaché avec du fil de pêche et m'ont agressé sexuellement. Ils riaient en me frappant. Et ici, lorsque la victime parle de « il », elle désigne au moins 3 employés de l'école présents lors de son agression. Et ce n'était pas un cas isolé. Plus loin dans l'article, on apprend qu'elle subissait ces violences depuis son entrée à l'école, en classe de CP. En 2005, au moment où elle a donné ce témoignage, elle n'avait que 9 ans. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage pour comprendre ce qu'il se passait entre les murs de cette école. Les témoignages sont assez équivoques. Les élèves étaient considérés avant tout comme la propriété de la famille Kim. Mais les élèves, ils en ont jamais parlé à leurs parents ? Pour la plupart des élèves, s'échapper de cet enfer était tout simplement impossible. Les victimes étaient soit orphelines, soit placées en internat parce que leur famille ne pouvait pas les garder à la maison, soit enfants de parents en situation de handicap eux-mêmes. Et dans ces cas-là, ils étaient automatiquement confiés à l'établissement. Et les cibles de la famille Kim n'étaient jamais des enfants qui avaient la possibilité de rentrer chez eux le soir. Le risque ici était clairement calculé. Mais au-delà de toutes ces accusations déjà extrêmement graves, la famille Kim ne s'est pas arrêtée là dans son emprise sur les élèves. Écoutez cet extrait du journal télévisé MBC News diffusé le 10 mai 2011. Sous prétexte de leur délivrer un diplôme d'études secondaires, l'école avait envoyé M. Joe et d'autres élèves travailler sur le chantier de construction du nouveau bâtiment de l'école Inwa. Comme vous l'avez entendu, à côté des violences physiques et sexuelles subies par de nombreux élèves, ces derniers étaient également utilisés comme main-d'œuvre gratuite.
envoyés sur des chantiers financés par la famille Kim. Et bien entendu, aucune rémunération ne leur était versée. Et puisque ces tâches et ces travaux qu'on leur donnait étaient inadaptés à des enfants, eh bien plusieurs d'entre eux se blessaient régulièrement. Et pour la famille Kim, lorsqu'un élève se blessait, refusait de travailler ou osait se plaindre des conditions de vie ou de travail, la punition tombait aussitôt. C'était isolement, privation de nourriture, violence verbale, ainsi que physique. Cette notion d'esclavage que certains élèves ont subie est cruciale, car elle ne sera jamais évoquée face à la justice, malgré des preuves tangibles et des photographies qui en attestent. Maintenant que nous avons vu ce que les élèves enduraient sous le joug de la famille Kim, il est temps de nous enfoncer un peu plus profondément dans ce rabbit hole, car tout cela est loin d'être terminé. Désormais, dans cette histoire, nous avons un lanceur d'alerte, ce fameux Jeon Eun-seom, un regroupement de 26 associations et une diffusion médiatique via le reportage de l'émission PD Notebook. L'étau se resserre contre les agresseurs et les victimes ont enfin le droit à la parole. Sans mauvais jeu de mots, bien entendu. Bien entendu, car même si toutes les victimes étaient sourdes et muettes, leurs voix, elles, ont fini par se faire entendre. Et grâce à tout cela, une enquête est ouverte. C'est Kim Gwang-jin, officier de police à la brigade criminelle du commissariat de Nambu à Gwangju, qui est en charge de l'affaire. Grâce à ses investigations et à l'aide précieuse de Jeon, 4 personnes sont arrêtées en novembre 2005. On retrouve Kim Kang-jun, l'administrateur général de la fondation, accompagné de 2 de ses employés, ainsi qu'un professeur de physique, un certain Monsieur Lee. Le procès débute lui dans la foulée. Mais au sein de l'école, loin des bancs des accusés, la tension monte. Une certaine colère commence à faire son bonhomme de chemin, pointant du doigt les personnes en charge d'Inwa. La direction, sous pression, menace les élèves ainsi que les professeurs et les employés avec un seul mot d'ordre, silence. Le silence a toujours été la politique de la maison, et il doit le rester. Déclara ainsi Kim Tae-kyung, alors président du conseil d'administration. Pour se défendre de toutes les accusations que l'administration de l'école subit, la famille Kim met en place un plan. Elle exige que les élèves victimes signent des déclarations affirmant que les accusations portées par Monsieur Jeon contre l'école sont tout simplement fausses. Mais pire encore, ils vont aller plus loin. La famille Kim va jusqu'à filmer certaines victimes en les forçant à affirmer que Monsieur Jeon les aurait manipulées et que l'agresseur réel serait en fait Monsieur Jeon lui-même, comme on l'entend lors de cet extrait vidéo filmé par la famille Kim. Écoutez plutôt ça. Hier, Monsieur Jeon m'a dit de dire que le frère du directeur m'avait violé. Je ne voulais pas. Il m'a demandé de dire qu'il y avait eu viol. C'est la faute de Monsieur Jeon. Tout ça, c'est extrêmement grave, car il faut bien se rendre compte qu'ils ont littéralement fabriqué de faux éléments à charge contre les lanceurs d'alerte, en utilisant leurs propres victimes comme instrument de défense. La justice va-t-elle se laisser duper ? Alors oui et non, car en réalité c'est un petit peu plus complexe que cela. Bien que Monsieur Kim et les 3 autres accusés aient été arrêtés en 2005, le jugement final en appel n'a été rendu que le 13 juillet 2006. Je me suis par ailleurs procuré le document PDF provenant de la première chambre pénale du tribunal supérieur de Gwangju, où figure la décision d'un jugement en appel prononcé contre Monsieur Kim qui souhaitait une réduction de peine. Et on y apprend plusieurs éléments importants. Par exemple, il aurait versé une somme de 6 750 € à une fondation venant en aide aux victimes de l'école d'Inwa, prétendant ainsi regretter ses actes. Son père, Kim Tae-kyung, de son côté, lui, est décédé. Et on apprend enfin que son frère, Kim Kang-seok, a démissionné de son poste au sein de la fondation. Quant à la réduction de peine demandée, c'est loupé. Le tribunal a maintenu la peine prononcée en première instance. Au total, 1 année de prison pour l'agression d'une élève de 13 ans. Et c'est tout ? Pour le moment, oui. C'est tout. Mais ce que l'on découvre à travers ce document, c'est surtout que les faux témoignages, à la fois filmés, que nous avons nous-mêmes vus et écrits par la famille Kim, n'apparaissent nulle part dans le procès. En réalité, en coulisses, plusieurs événements se sont déroulés, expliquant pourquoi la justice s'est montrée particulièrement clémente envers les accusés. D'une part, il faut savoir que bien que plusieurs victimes aient porté plainte, peu d'entre elles ont quitté l'établissement Inwa. Et pour cause. La plupart, je vous l'ai dit, étaient orphelines ou leurs parents étaient tout simplement incapables de les accueillir chez eux. Et d'autre part, la famille Kim, voyant que les faux témoignages ne suffisaient pas, a fait pression sur les victimes pour qu'elles retirent leur plainte après le premier procès. On peut lire dans un article du journal KBS que les résultats de ces pressions ont bel et bien porté leurs fruits. Écoutez plutôt ça.
D'après les estimations du comité des contre-mesures, il y aurait environ une dizaine d'agresseurs. Mais officiellement, 6 agresseurs et 9 victimes ont été identifiés. Parmi les 6 agresseurs, seulement 4 ont été condamnés à des peines de prison ferme par le tribunal de première instance. De plus, en raison d'un accord conclu avec les victimes pendant le procès, tous, y compris ceux qui avaient initialement écopé de peine ferme, ont vu leur peine convertie en sursis en appel. Pire encore, les enseignants complices qui avaient dissimulé les crimes sexuels n'ont pas été punis. Même la personne qui avait été condamnée à une peine ferme en appel, ce fameux Monsieur Kim, a finalement bénéficié, lui, d'un sursis. En effet, les agressions sexuelles étaient à l'époque considérées comme des crimes nécessitant une plainte de la victime. Si la plainte est retirée, alors l'affaire est classée. Ce laxisme juridique a eu pour répercussion qu'en 2006, les victimes se trouvaient encore à l'école d'Inwa, tandis que leurs agresseurs étaient tout aussi libres. La majorité des enseignants et du personnel ont même eu le droit de rester à leur poste au sein de l'établissement ou de partir travailler ailleurs comme si de rien n'était. Pendant que l'affaire s'entérine, que les coupables sont relâchés, que les élèves sont laissés à l'abandon, quelqu'un œuvre sans le savoir dans l'ombre. Et laissez-moi vous donner son nom. Lee Ji-won. Car sans qu'elle-même ne le sache encore, elle sera le petit battement d'aile de papillon qui va permettre, bien des années plus tard, à cette affaire de recevoir la couverture médiatique qu'elle mérite enfin. Mais qui est donc cette jeune demoiselle? Je suis curieux. Lee Ji-won a 27 ans en 2005. Elle est blogueuse et reporter stagiaire pour le journal Hankyoreh à Gwangju. Elle sera, et ce point-là est très important, la seule journaliste présente à toutes les audiences lors des procès des prédateurs de l'école d'Inwa. Elle y décrira sur son blog ce dont elle a été témoin. Un blog qui, hélas, n'est plus en ligne aujourd'hui. Toutefois, une partie de ses écrits a pu être retrouvée grâce à la Wayback Machine. Et voici comment elle raconte ce qu'elle a vécu au tribunal lors du verdict du procès de ce monsieur Kim. 8h30 arrivé devant le palais de justice. Comme c'est un endroit où je ne suis jamais allée auparavant, je me demande simplement si je vais me perdre. Je me suis dépêchée tôt. C'était le jour où le coupable avait fait appel. Pendant que j'attendais, les gens venus recevoir les résultats de l'appel ont commencé à affluer un par un. Je ne pense pas qu'il sera condamné à une peine de prison. Ils se sont réunis en groupe de 3 ou 5 et ont discuté du cas. Ce n'est que vers 10h que l'agresseur que je devais interroger est sorti. Les appels du ministère public et de l'auteur des faits ont été rejetés. À ce moment-là, un homme sourd d'âge moyen a commencé à émettre un son grinçant. Avec sa propre langue, la langue des signes. « Ce n'est pas la bonne décision », a-t-il déclaré. Je ne comprenais pas la langue des signes, mais je l'ai entendu dire ça. La personne handicapée a été immédiatement traînée hors du tribunal. Moment. Grondement. Les gens du côté de la victime disent « Je viens de réaliser qu'il n'y a pas de loi dans ce monde. Aujourd'hui, la décision a été de rejeter l'affaire, d'accepter le verdict du premier procès. Ce verdict a tué la victime une seconde fois. » Ce court extrait d'article n'a pour l'instant aucun impact direct sur l'affaire d'Inwa. Mais gardez-le en mémoire, mettez-le dans un coin de votre tête, car vous allez voir qu'il va jouer un rôle capital un peu plus tard. Nous arrivons désormais au 22 août 2006. C'est à cette date qu'un nouveau rapport voit le jour, rédigé lui par la Commission nationale des droits de l'homme, basée à Séoul. C'est en fait le comité de contre-mesures, celui qui était composé de 26 associations, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui a alerté la commission concernant l'affaire en cours. Et pour être plus précis, c'est un pasteur, nommé le pasteur Kim Young-mok, qui a pris l'initiative de les contacter, à la suite d'un différend entre lui et les autres membres du comité. En effet, le pasteur déclare avoir été témoin lors d'une réunion du comité d'une tentative d'étouffement de l'affaire par ce même comité, afin, je le cite, de ne pas ternir l'image de la ville de Gwangju. À la sortie de cette réunion, le pasteur, écœuré, décide donc de saisir la Commission des droits de l'homme afin qu'elle s'engage, elle, officiellement dans cette affaire. Sur le document officiel de la commission que j'ai pu me procurer, on apprend qu'avant même les découvertes de Jeong Eun-seom, 2 cas d'agression sexuelle étaient déjà connus par la justice. L'un datant des années 2000, commis par un membre du personnel, et l'autre de 2003, impliquant, lui, un travailleur social. Et on découvre également qu'entre juillet 2005 et juin 2006, 9 réunions du conseil d'administration se sont tenues au sein de l'école d'Inwa. Un licenciement avait été demandé contre les principaux auteurs présumés, dont faisait partie l'un des fils du président du conseil d'administration, ce qui fut par ailleurs accepté immédiatement, même si ces derniers ont retrouvé un emploi très rapidement. Mais ce qui choque, c'est l'une des déclarations qui a été prononcée par monsieur Kim Tae-kyung, qui, pour rappel, est décédé plus tard dans le courant de l'année 2006. Il avait alors affirmé que certains éléments mécontents proféraient de fausses allégations et que son fils était victime d'un coup monté et qu'il fallait attendre les résultats de l'enquête. Suite à ces propos complètement ahurissants, aucune mesure ne fut prise pour protéger les victimes. Et c'est à partir de là que l'administration décidera de fabriquer de faux témoignages.
ceux que nous avons vus un peu plus tôt. En septembre 2007, après l'apparition de nouvelles accusations, accompagnées de témoignages, Monsieur Kim Kang-joon, qui, je vous le rappelle, n'avait écopé que d'1 an de prison avec sursis, verra sa peine portée à 5 ans de prison ferme. Et il ne sera pas le seul sur le banc des accusés, sauf qu'un problème subsiste. Le problème dans toute cette affaire vient d'une loi sud-coréenne qui va, une fois encore, favoriser les accusés. À cette époque, si des faits d'agression sexuelle s'étaient produits plus de 5 ans avant le procès, ils étaient considérés comme prescrits et l'accusé était relaxé automatiquement. C'est ainsi que 5 employés administratifs de l'école, poursuivis pour des faits survenus au début de l'année 2002, furent déclarés non coupables par le tribunal de Gwangju, les faits étant prescrits. En revanche, en ce qui concerne la peine de Monsieur Kim Kang-joon, celle-ci est pour l'heure maintenue, mais vous verrez que cela ne durera pas. En parallèle à tout cela, un peu plus tôt en 2007, un autre incident survient. Les élèves de l'école primaire Inwa de Gwangju ont jeté de la farine sur la directrice. Alors ici, il est question de directrice et non de directeur, car il s'agit en fait d'une certaine Madame Lee qui a succédé à Monsieur Kim Tae-kyung suite à son décès en 2006. On apprend dans cet article qu'un groupe d'élèves, une quinzaine au total, mécontents de la situation et des résultats judiciaires, ont fait irruption le 28 mai 2007 vers 10h du matin dans le bureau de la directrice pour lui jeter de la farine, des œufs et de la peinture rouge à la face. Ironiquement, cet incident aurait, selon les termes du journal, traumatisé Madame Lee qui s'est retrouvée complètement désemparée. Et cette dernière aurait été hospitalisée pour traumatisme psychologique. Je vous laisse juge de cette situation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette Madame Lee avait été placée à ce poste avec pour mission de redorer le blason de l'école. Sauf que, pour ce faire, elle va décider de protéger indirectement les prédateurs en les gardant en poste à l'école. Et gardez bien le nom de cette Madame Lee en mémoire, car nous y reviendrons dans le tout dernier chapitre de cette histoire. Suite à cet incident, le journal GD Dream publie un article relatant une nouvelle ironie. Madame Lee aurait porté plainte contre les élèves qui l'avaient agressée dans son bureau. Plainte qui n'ira par ailleurs pas très loin puisque les élèves se rendront jusqu'à l'hôpital où elle était hospitalisée pour présenter leurs excuses. Après cette histoire, pleine d'ironie certes mais sans lien direct, le 13 juin 2007, un enseignant précédemment licencié pour agression sexuelle est lui carrément réintégré à l'école d'Inwa, toujours grâce à cette Madame Lee. Et comble du comble, le 27 septembre 2007, c'est Jeon Eun-seom lui-même, notre lanceur d'alerte, qui est licencié. Maintenant, et avant de passer à la suite, il faut que vous sachiez une chose. Bien qu'un reportage télévisé ait parlé de l'affaire et que quelques journaux ont sorti des articles sur le sujet, le grand public, lui, n'a jamais réellement su ce qu'il se passait au sein de l'école d'Inwa. La majorité des Coréens ignorent encore aujourd'hui que les victimes n'ont rien obtenu sur le plan judiciaire, que les coupables n'ont pas été véritablement sanctionnés et que certains d'entre eux travaillent toujours auprès d'enfants, même parfois au sein de l'école Inwa. Et c'est pour cette raison que cette histoire est souvent connue sous le nom glaçant de l'école silencieuse. Mais je vous rassure tout de suite, les choses ne vont pas en rester là. Passons désormais à l'année 2008, qui marque un tournant décisif dans cette histoire. Premièrement, la justice, elle de son côté, a continué son cours, et de nouvelles accusations ont émergé, forçant les tribunaux à rouvrir le dossier. Et là, aussi incroyable que cela puisse paraître, va se dérouler sous nos yeux une pirouette juridique tout simplement incompréhensible. Une fois encore, nous retrouvons sur le banc des accusés Monsieur Kim Kang-joon, celui qui jusque-là avait été condamné à 5 ans de prison ferme. Mais cette fois-ci, il n'est pas seul. À ses côtés se trouve son frère, Kim Kang-seok, ainsi que 3 professeurs, un certain Monsieur Lee, un Monsieur Park et enfin un certain Monsieur Jeon. À ne pas confondre avec Jeon Eun-seom, notre lanceur d'alerte. Ces 5 hommes se retrouvent donc face à la justice et croyez-le ou non, le fameux Monsieur Kim, déjà condamné à 1 an de prison ferme, puis à 1 an avec sursis, puis à 5 ans, en fait voit finalement sa peine réduite à 2 ans de prison avec sursis, 3 ans de probation et un versement dérisoire de 13 500 € de dommages et intérêts pour l'ensemble des victimes, qui sont alors une dizaine d'élèves, sans compter celles qui s'étaient rétractées les années précédentes. Et je vous le dis tout de suite, ayant déjà fait plusieurs mois de prison, il sera en fait libéré rapidement, avant de décéder d'un cancer peu de temps après en 2009. Quant aux 4 autres accusés, 3 d'entre eux vont écoper de 6 à 10 mois de prison avec sursis, assortis de 2 ans de probation chacun. Et le dernier, Monsieur Jeon, a tout simplement bénéficié lui d'un non-lieu, la prescription des faits ayant été reconnue. Mais c'est quoi cette affaire? J'ai l'impression que la justice pédale dans la semoule, qu'elle avance un peu, puis recule, puis revient sur ses pas pour mieux revenir en arrière. Est-ce que je me trompe?
Hélas non, tu ne te trompes pas. L'affaire a été révélée en 2005 et en 2008, soit 3 ans plus tard, personne n'a réellement été condamné. Les prédateurs, pour la plupart, sont toujours en liberté, occupant des postes soit au sein de la même école, soit dans d'autres établissements. Mais à la fin de l'année 2008, les choses vont prendre une tournure totalement nouvelle. Alors souvenez-vous maintenant. Un peu plus tôt, j'ai fait mention d'une certaine Lee Ji-won, blogueuse et reporter stagiaire qui avait assisté à tous les procès concernant monsieur Kim Kang-joon. Eh bien, en décembre 2008, Lee Ji-won reçoit un appel d'une romancière, Gong Ji-young, qui souhaite l'inviter pour un dîner privé afin d'échanger sur l'affaire de l'école d'Inhwa. Cette romancière, il se peut que vous n'en ayez jamais entendu parler, mais en Corée, Gong Ji-young est une figure littéraire majeure, auteur à succès de plusieurs romans. Lors d'une interview, elle explique avoir entendu parler de l'affaire d'Inhwa après la diffusion du reportage de 2005 sur la chaîne MBC. Elle confie à quel point elle a été choquée de constater que cette histoire, bien qu'absolument terrible, avait suscité si peu d'écho dans le pays. Elle ajoute que suite à ce reportage, elle a voulu en apprendre davantage sur les coupables et qu'elle a découvert non sans effroi que presque tous étaient encore en liberté et qu'aucun des enfants victimes n'avait bénéficié du moindre suivi ni d'un accompagnement psychologique. Animée par le désir de comprendre, Gong Ji-young décide alors de se rendre sur place, à l'école d'Inhwa, pour rencontrer certains des enfants. Voici comment elle décrit cette rencontre sur le site sports.donga.com. Un jour, je rendais visite à des enfants et je préparais des tteokbokki tout en discutant lorsqu'un enfant a commencé à parler. Les autres se sont ouverts à moi comme s'ils me parlaient de leur expérience passée. J'ai senti qu'ils me faisaient confiance et j'avais autant envie de faire quelque chose pour eux qu'eux. Elle évoquera également dans ce même article que l'école et ses dirigeants n'ont jamais souhaité coopérer avec elle et qu'aucun d'entre eux n'a accepté d'entretien. Mais ce qui lui a donné le plus de motivation se trouve dans cette phrase. Ces enfants n'avaient pas de voix. Leurs cris ne s'entendaient littéralement pas. J'ai dû écrire pour eux. C'est donc en s'appuyant à la fois sur le reportage de la chaîne MBC et sur ses entretiens avec les enfants de l'école qu'elle se tourne naturellement vers la seule personne ayant assisté à tous les procès impliquant les accusés de l'école d'Inhwa. Je veux parler de la jeune reporter et blogueuse Lee Ji-won. Lee lui transmet alors toutes les informations qu'elle a recueillies au sujet de l'affaire, tous les détails qu'elle n'avait pas osé partager sur son blog, ainsi que toutes les injustices qui ont conduit cette histoire à sombrer dans le silence. Un an plus tard, en 2009, paraît en Corée le roman Les enfants du silence. Et là, j'imagine que c'est le moment d'un tournant décisif dans l'histoire. Eh bien, en fait, pas tout à fait. Pour écrire son roman, Gong Ji-young a préféré donner des noms fictifs aux protagonistes de son histoire, ainsi qu'au lieu où se sont déroulés les faits, afin de protéger les enfants. Voici un bref résumé du roman. Le héros du récit se nomme Kang Hee-ho, professeur d'art plastique dans une école pour malentendants, l'école Ja-ae située dans la ville de Mujin. C'est lui qui découvre les faits d'abus qui se déroulent au sein de l'établissement. Pour venir en aide aux enfants, il s'allie à Seo Yoo-jin, militante pour les droits des enfants. Cependant, malgré toute leur bonne volonté, les preuves sont dissimulées. Les témoins sont menacés et la justice semble protéger les coupables. Ce résumé est en effet très proche de l'histoire s'étant déroulée à l'école d'Inhwa. Je suppose qu'à la suite de cela, la nation sud-coréenne a enfin pris conscience de ce qui s'est déroulé à Gongji. Eh bien, toujours pas, hélas. Dans un article publié le 22 août 2009 sur le site chosun.com, Gong Ji-young déclara la chose suivante. Les lecteurs se demandent si le contenu du livre est vraiment véridique. L'un des employés qui avait témoigné contre l'école indiquera également au journal « Les passages du roman ne représentent qu'un tiers de ce que je sais. L'auteur, préoccupé par les répercussions sociales, n'a probablement pas pu inclure tout ce qu'elle a entendu. » Un peu plus loin, ce même employé donne quelques exemples de ce que Gong Ji-young a choisi de ne pas relater. Un enseignant suivait les élèves pendant leurs heures de ménage et leur disait « Faisons-le une fois ». Un autre leur demandait « Voulez-vous une fessée ? Voulez-vous m'embrasser ?» Des propos qui troublaient les élèves, incapables de se concentrer sur leurs tâches. Certains, même parfois, fondèrent en larmes en répondant au professeur « S'il vous plaît, donnez-moi juste la fessée » afin d'éviter un contact physique plus intime. Il ajoutera en dernier exemple qu'un couple d'enseignants a eu des relations sexuelles en classe, devant les élèves. L'autrice du roman a donc fait deux choix distincts. Elle n'a pas relaté l'ensemble des faits afin de ne pas trop choquer le public. Elle a dissimulé les identités des personnes impliquées pour ne pas viser de personnes en particulier. Et c'est là que le bât blesse. En choisissant d'utiliser des noms d'emprunt, l'impact du livre sur la société coréenne n'a pas été aussi fort qu'on aurait pu l'espérer, même si l'ouvrage s'est lui très bien vendu. Le public a été choqué par cette histoire, dit inspiré de faits réels. Mais puisque ce qui s'est déroulé à Gwangju est resté cantonné à Gwangju, toute personne vivant en dehors de cette ville est restée dans l'ignorance de la véritable ampleur des faits, de la véritable source ayant mené à ce roman. Pendant ce temps,
À l'école d'Inwa, la situation, elle, a évolué, mais pas forcément dans le bon sens. Un article du journal Media Us révèle à quel point la justice s'est montrée très clémente envers les auteurs des faits, minimisant ainsi la gravité des accusations. Le directeur exécutif, Han Hyewon-woo, a déclaré « Cela signifie qu'ils ne font pas confiance aux faits et aux témoins qui ont été enquêtés depuis le début de l'incident. » Et il ajoutera « Le tribunal estime également que les déclarations de la victime et des témoins au tribunal manquent de crédibilité. Il est vrai que les déclarations de la victime et du témoin sont différentes, mais le tribunal ne prend pas en compte les caractéristiques et la capacité de témoignage de la personne handicapée. » Il ajoutera encore « La blessure au poignet a été causée pendant l'agression sexuelle, alors que les membres étaient attachés à une corde. Mais ce fameux tribunal l'a considérée comme une blessure naturelle. » Dans ce dernier passage, il faut bien comprendre que le tribunal a décidé de considérer la blessure au poignet d'une des victimes, qui avait été attachée avec du fil de pêche, comme étant une blessure d'origine naturelle. Ce qui paraît complètement insensé en soi. En 2009, l'école d'Inwa est toujours sur pied, protégée par la justice afin de ne pas entacher la réputation de la ville de Gwangju. Toutefois, cela n'a pas empêché l'établissement de passer d'environ 300 élèves à une vingtaine. Bien que la justice ait été du côté des accusés, la population de Gwangju n'a pas été dupe, et les rumeurs circulant autour de l'école n'ont pas joué en leur faveur. Pour contrer ce phénomène, la famille Kim, du moins ceux qui restaient à la tête d'Inwa, a décidé de déposer une demande officielle auprès de la ville de Gwangju afin de changer le nom de l'établissement, passant d'Inwa à Seoyong, tout en proposant d'élargir leurs activités à l'accueil de personnes atteintes de déficience mentale. Mais la réponse de la municipalité fut sans équivoque. Bien que les questions juridiques concernant l'école d'Inwa aient été résolues, le maire Kang Un-tae a estimé que les procédures morales subsistaient. Par conséquent, nous n'avons pas approuvé la modification du règlement intérieur, y compris le changement de nom de l'école. Bon, tout ne va pas si bien pour eux après tout. Pour l'école, non, mais pour la famille dirigeant Inwa, les choses sont moins pires qu'il n'y paraît. D'une part, comme je l'ai déjà mentionné à maintes reprises, les accusés sont libres, bien que 2 d'entre eux soient aujourd'hui décédés, ce qui est déjà trop généreux à leur égard. Mais d'autre part, entre 2007 et 2011, ils ont reçu, écoutez bien ça, pas moins de 5,2 millions d'euros de subventions, provenant de diverses sources. Et comme on peut s'en douter, cet argent n'a pas été utilisé pour aider les élèves. La direction, fidèle à ses mauvaises habitudes, a continué à détourner les fonds reçus puisqu'elle n'a jamais été condamnée pour cela. Toutefois, une personne dont vous avez déjà entendu parler, sans le savoir, va venir bousculer cette impunité et transformer le silence en cri d'alarme. Un an et demi s'est déroulé depuis la sortie du roman Les Enfants du Silence, et nous sommes désormais en 2011. C'est au cours de cette année qu'une personne que vous connaissez tous, sans forcément le savoir, va venir faire exploser en 1000 morceaux l'immunité dont bénéficient depuis trop longtemps les dirigeants de l'école d'Inwa. 여기 애들은 심심하면 막 이상한 소리를 지르고 놀아요. 자기네들 귀에는 안 들리니까 일부러 더 그래. 교장 선생님이 들어와서 Si j'ai un vœu, ce n'est pas de prétendument de transmettre un message, mais plutôt que, grâce à ce film, beaucoup de gens prennent conscience de ce type d'affaires. La personne que vous venez d'entendre est Hwang Dong-hyuk, ou je sais pas trop comment ça se prononce, que vous connaissez pour être le réalisateur de la série à succès Squid Game. Qui ne connaît pas Squid Game? Eh bien en 2010, ce dernier découvre le roman Les Enfants du Silence et profondément touché par ce qu'il lit, décide d'en tirer un film intitulé Silenced. Son œuvre, aussi poignante que dérangeante à regarder, et je vous le conseille par ailleurs, va avoir des répercussions inattendues sur la société coréenne dans son ensemble. À ce point-là? À ce point-là, oui, et tu vas voir que ça va aller très loin. Il faut vraiment mener une campagne et nous unir tous ensemble pour empêcher que de telles choses n'arrivent. Maintenant que c'est rendu public, je suis tellement en colère que c'est assez intense. Je veux vraiment que le plus de gens possible le voient. Je n'arrive pas à imaginer comment de telles horreurs peuvent exister. Je pense que le public doit être informé de ces affaires. J'espère vraiment que tout le monde aura le courage d'aller voir ce film. Le public, qui jusque-là n'avait que vaguement entendu parler de cette école d'Inwa, voire même pas du tout, prend soudainement conscience de l'horreur qui s'y est déroulée dans le silence. Peu à peu, le peuple apprend, comprend, puis s'insurge. Les langues se délient, comme celle par exemple de l'inspecteur Kim, qui avait enquêté sur l'affaire 6 ans plus tôt. Le titre du film, Silence, n'a
n'a pas été choisi au hasard. J'ai moi-même enquêté sur l'affaire réelle de violence sexuelle à l'école d'Inhua de Gwangju. 6 années ont passé, mais cette affaire reste gravée dans mon cœur comme une blessure lente et profonde. J'ai regardé le film Dogani avec un collègue enquêteur qui avait travaillé sur l'affaire à l'époque. Il y a 6 ans, en recueillant les témoignages des jeunes filles de l'école d'Inhua, j'étais bouleversé. C'était si atroce qu'on se demandait comment de telles choses pouvaient exister dans ce monde. Les victimes n'étaient pas seulement marquées physiquement, mais aussi profondément blessées psychologiquement. Même en rédigeant le rapport final, aucun mot n'était suffisant pour décrire toute l'horreur de ce qu'elles avaient vécu. Comme les victimes étaient sourdes, nous devions passer par des interprètes en langue des signes pour comprendre leur récit. Et souvent, nous pleurions. Tous, victimes, interprètes, enquêteurs. Le visage sombre de ces enfants reste encore gravé dans ma mémoire. En regardant le film Dogani, toutes ces scènes me sont revenues et mon cœur s'est serré de douleur. Le pire dans tout cela, c'est que le film Silence, qui se fait donc aussi appeler Dogani, qui a tant choqué l'opinion publique, serait lui 2 fois moins détaillé et moins horrifique que le livre Les Enfants du Silence, lequel lui-même ne relate pas les faits les plus marquants. Gardez bien cette idée en tête si un jour vous regardez vous-même le film ou si vous lisez le livre. C'est alors que vous prendrez pleinement conscience de l'ampleur du martyre qu'ont enduré ces enfants. Et après coup, est-ce que le film a permis de faire avancer les choses ? Est-ce que quelque chose a évolué ? Oui, et de manière impressionnante même. 2 changements majeurs vont alors se produire. La première, c'est la fermeture totale et définitive de l'école d'Inhua, ainsi que ses institutions connexes. Il était temps. Mais les élèves restants n'ont pas été abandonnés à leur sort sans soutien. Un lieu nommé le Café Holder a ouvert ses portes afin d'accueillir une partie des enfants, dans le but de leur offrir un endroit où vivre, renouer avec la société et se former à de nouveaux métiers. La seconde grande conséquence de la sortie du film Silence a été la réouverture de l'enquête concernant l'école et ses agresseurs. En septembre 2011, le film du même nom, Silence, a provoqué une réaction explosive à l'échelle nationale, dépassant l'impact du roman. Le 29 septembre 2011, seulement une semaine après la sortie du film, la réouverture de l'enquête sur l'affaire de l'école Gwangju, Inhua. Étant donné que la plupart des faits s'étaient déroulés plus de 5 ans auparavant, la loi coréenne prévoyait la prescription, et les coupables auraient donc dû être relaxés. Sauf que lors de cette nouvelle enquête, la police découvre de nouvelles preuves, et de nouveaux indices permettant d'incriminer les responsables. Mais ça, c'est du côté de la police. Du côté de la justice, l'onde de choc provoquée par le film va elle aussi faire bouger les choses. Ainsi, le 8 octobre 2011, soit 1 mois après la sortie du film, plusieurs amendements sont apportés à la législation concernant les crimes sexuels. Alors je ne vais pas ici rentrer dans les détails, mais pour résumer, la loi a été renforcée concernant les actes commis sur des enfants de moins de 13 ans. Et surtout, ce fameux délai de prescription de 5 ans a été allongé. Au total, 13 personnes sont de nouveau inculpées, dont le conseiller juridique de l'école qui était à l'époque l'un des 9 membres de la dynastie des Kim. Monsieur Kim Yeong-chae. Il sera condamné, lui, et là on ne rigole moins, à 13 années de prison. Mais comme trop souvent, depuis le début de cette histoire, dès qu'une chose semble aller dans le sens des victimes, un nouvel obstacle vient tout contrecarrer. L'ancien conseiller juridique de l'école Inhua, reconnu coupable de viol sur un élève handicapé et lourdement condamné en première instance, a vu sa peine réduite en appel à 8 ans de prison. La justice est encore revenue en arrière à ce que je vois. Exactement. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré une décision de justice qui enfin semblait appropriée, après un recours en appel, le dernier principal accusé se voit accorder une réduction de peine. Et ce n'est pas tout. En mars 2011, un comité de défense des anciens élèves d'Inhua a déposé un recours pour demander une indemnisation contre l'État, qui, à l'époque, avait fermé les yeux sur cette affaire. L'avocat représentant les victimes, un certain Wang Soo-cheol, s'est chargé du dossier. Mais les nouvelles ne seront pas bonnes. Les anciens élèves ne recevront rien de la part de l'État. Voici la conclusion que nous livre par ailleurs l'avocat sur cette affaire. Le principal problème dans cette affaire est la prescription. Pour les incidents survenus avant juin 2005, le délai de prescription de 5 ans prévu par la loi sur l'indemnisation par l'État a déjà expiré. Toutes les affaires ont donc été immédiatement classées. Concernant l'agression sexuelle entre élèves survenue dans l'établissement en 2010, le lien de causalité entre l'incident et la négligence de l'État en matière de supervision et de gestion n'a pas été directement reconnu, et sur cette base, l'affaire a été classée. C'est en entendant cette conclusion qu'on apprend 2 choses. D'abord que l'État se lave les mains de cette affaire, voilà. Mais surtout qu'en 2010, une autre histoire d'abus s'est déroulée à Inhua, impliquant cette fois-ci des élèves à la fois comme accusés et comme victimes. C'est là que je me suis dit que persistaient encore quelques détails cachés au sein de cette histoire.
Maintenant, revenons en 2010, car il semblerait que dans notre histoire, on a oublié quelques détails. C'est sur le site internet yna.co.kr que j'ai trouvé quelques détails supplémentaires à ce sujet. On y apprend qu'en 2010, 2 nouvelles agressions ont eu lieu, mais pas au sein de l'école d'Inwa. Les faits se seraient déroulés dans un centre social adjacent à l'établissement scolaire. Au total, il y a eu 2 victimes, et celles-ci ont indiqué que ces actes n'étaient pas isolés, puisqu'ils duraient depuis au moins 2 ans. Donc depuis 2008. Sauf que ce centre était rattaché à la fondation créée par la famille Kim. Et la famille, à l'époque, avait été mise au courant de ces affaires, qui, je vous le rappelle, était gérée par la directrice, Madame Lee, celle qui s'était mangée de la farine sur la tronche. Et ils ont étouffé l'affaire. Non. Ils ont en fait alerté le bureau métropolitain de l'éducation de la ville de Gwangju, qui, lui, de son côté, a décidé de ne rien faire. Voici ce que le porte-parole du bureau de l'éducation a déclaré à ce sujet, une fois que l'affaire a éclaté au grand jour et que les gens en ont enfin entendu parler. D'après les informations que nous disposions à l'époque, l'agression sexuelle avait eu lieu non pas à l'école Inwa, mais à la résidence Inwawon, ce qui nécessitait une enquête de la part des services municipaux ou d'arrondissement. À cela, il a ajouté « Je suis désolé que l'équipe concernée n'ait pas enquêté activement sur les faits à ce moment-là. » Et voilà comment on se lave les mains d'une affaire lorsqu'elle devient trop gênante. On la balaie, on s'en fout. Puis c'est tout. Dans ce même article, on nous explique également que la police ne va toutefois pas en rester là et qu'une enquête est ouverte. Quelques semaines plus tard, ce ne sont plus 2 cas d'agression, mais 7 au total qui seront rapportés. Depuis, l'affaire en est restée là et rien n'a bougé. Dans le tableau des autres découvertes entourant l'école d'Inwa, on peut aller encore plus loin. Car bien que l'histoire la plus connue soit celle rattachée au film, lui-même inspiré du livre, lui-même lié à une période bien précise, allant de 2000 à 2005, dans ce chapitre, nous allons voir que la torture d'enfants et les abus avaient en fait débuté bien avant cette date. Suite à la sortie du film en 2011 et à la prise de conscience de ce qui s'était réellement déroulé entre les murs d'Inwa, plusieurs enquêtes simultanées ont été ouvertes. Et l'une d'entre elles va donner des résultats très surprenants, mais pas grâce à la police. Grâce à un témoin. Le 18 octobre 2011, un homme, Kim Yong-il, alors âgé de 71 ans, pousse la porte du bureau de la police de la ville de Gwangju. Il demande à parler aux enquêteurs en charge du dossier Inwa, s'installe avec eux et commence son récit. Monsieur Kim Yong-il, qui n'a aucun lien avec la famille de la dynastie Kim, je vous préviens tout de suite, explique qu'en octobre 1964, était professeur à l'école Jeonnam, qui pour rappel est l'ancien nom de l'école Inwa accueillant déjà à l'époque des enfants malentendants. Et il fait alors une déposition qui va à la fois choquer et intriguer la police. Écoutez plutôt. En octobre 1964, alors que j'étais enseignant, le directeur adjoint a affamé et battu à mort un garçon orphelin d'environ 7 ans. À sa mort, je l'ai moi-même enveloppé dans un sac et avec le directeur adjoint et un autre enseignant, nous l'avons enterré au pied du mont Muduong à environ 7 km de Hakdong, Donggu, Gwangju à l'époque. Ce témoignage troublant vient soudainement assombrir encore davantage l'histoire de l'école Inwa, bien qu'il n'y ait aucun lien direct avec les coupables mis en examen après les années 2000. Mais son histoire, elle, ne s'arrête pas là. Voici ce qu'il rajoutera. 6 mois plus tard, il a enfermé une autre fillette, dont l'âge est estimé à peu près à 6 ans, dans une pièce pendant longtemps et lui a donné très peu à manger, si bien que l'enfant a même commencé à manger le papier peint. Puis, il ajoutera « La grand-mère qui s'occupait de l'enfant l'a laissé tomber et l'a enterré en secret. » Kim a ensuite poursuivi son témoignage en expliquant que l'institutrice de l'époque, celle-là même qui avait refusé de donner à manger à cette fameuse fillette, avait pour habitude d'affamer les enfants tout en les insultant. « Vous êtes stupide, vous n'avez pas besoin de nourriture. » Les policiers lui ont alors demandé s'il avait déposé une plainte à l'époque. Il a répondu que oui, mais que la police n'avait pas ouvert d'enquête, faute de corps. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Immédiatement après avoir signalé les faits, le proviseur et son frère aîné, alors directeur de l'école, m'ont enfermé dans l'établissement et m'ont battu pendant 5 jours. J'ai insisté pour que la police et l'école confirment les faits, mais ils sont restés silencieux. Alors j'ai quitté l'école vers 1968. Et on pourrait se dire que cet homme est peut-être un affabulateur. Mais non. Pour appuyer ses dires, il a apporté des photos d'époque ainsi que des coupures d'articles de journaux datant de 1964 relatant ses dépôts de plainte et le laxisme de la police, qui était déjà connu à l'époque. Il a expliqué s'être battu pendant 2 années après son départ pour faire reconnaître les faits, mais sans cadavre, aucune enquête ne pouvait être ouverte. Donc l'école d'Inwa était déjà un sanctuaire au sein duquel violence et dépravation s'en donnaient à cœur joie ? Et oui. Mais ce n'est pas fini. Suite au témoignage du professeur Kim, une autre personne va venir au devant de la scène. Un certain Choi Chong-song, alors ancien élève de l'école. Et lui, voici ce qu'il dira. En 1975, le 3e fils du proviseur, qui fréquentait alors une école d'art, a peint des nus, en prenant des étudiantes comme modèle. Et ne vous y méprenez pas, mais lorsqu'il parle d'étudiantes, il parle d'élèves de moins de 12 ans. Puis il ajoutera. Après avoir
pincé nu, le troisième fils a donné aux élèves 20 centimes d'euros et des collations. Il ajoutera également que ce même fils de proviseur, quelques années plus tard, deviendra professeur d'art dans une école de Gwangju. Pour terminer, en faisant un petit bond en avant vers les années 1980, on découvre qu'un groupe d'élèves, accompagné de quelques enseignants, avait formé une initiative collective dans le but de rassembler un maximum de preuves permettant d'incriminer l'école et de mettre fin aux abus. Sauf que de son côté, l'école a décidé de porter plainte contre ce groupe qui ensuite était arrêté puis placé en détention. L'école, elle, n'ayant aucun souci juridique. Concernant toutes ces nouvelles histoires et allégations dont je viens de vous parler, la police a décidé de rouvrir une enquête. Mais elle s'est rapidement heurtée à un mur pour deux raisons principales. D'une part, ce monsieur Kim Yong-il ne se souvenait plus de l'endroit exact où il avait enterré le corps. Et d'autre part, même s'il s'en souvenait, il aurait été très difficile d'effectuer des fouilles car la zone désignée par Kim Yong-il est aujourd'hui entièrement urbanisée. Et ce sont ces deux éléments qui ont constitué un frein majeur à l'enquête qui a dû très rapidement être classé sans suite. Car s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'enquête. Toutefois, une chose ressortira de cette investigation. Il sera découvert que la fondation Wusuk, créée par la famille Kim, avait délivré dans les années 1980 de faux diplômes et que l'école exploitait déjà les enfants en les faisant travailler. Il a également été révélé, toujours dans les années 80, que l'école avait créé une liste de faux élèves afin de recevoir davantage de subventions. Enfin, pour clore ce chapitre, on apprend qu'en 1985, une enseignante a été agressée sexuellement par un autre enseignant et que aucune poursuite judiciaire n'a été engagée, car le délai de prescription était déjà expiré lorsque l'affaire a refait surface en 2010. Finalement, après l'année 2012, la plupart des anciens élèves d'Inwa, ayant honte d'avoir été institutionnalisés dans cet établissement, ont décidé de renoncer à leur diplôme scolaire, estimant que ce dernier représentait pour eux une honte. Après toute cette histoire, voici quelques détails supplémentaires un peu en vrac que l'on peut retrouver. Après le décès de Kim Taekyong, le père fondateur de la dynastie Kim, survenu en 2006, une certaine Madame Lee a pris sa succession. Je vous en ai déjà parlé. Elle a occupé ce poste de 2006 à 2010 avant d'être affectée à un autre poste de directrice dans un établissement spécialisé du quartier d'Annam, dans la ville de Gwangju. Cette Madame Lee, c'est pas celle qui disait avoir été psychologiquement traumatisée à cause d'une attaque de farine ? Oui, c'est bien elle. Et c'est aussi elle qui avait pour mission de remettre Inwa dans le droit chemin, et qui a choisi pour cela de ne pas renvoyer les personnes impliquées dans cette affaire. Comme je l'ai mentionné plus tôt, suite à l'histoire de la farine, elle a même porté plainte contre plusieurs élèves pour violence, diffamation et intrusion sur une propriété privée. Et là, je vous avais expliqué un peu plus tôt dans l'histoire que pour conclure tout cela, des élèves étaient allés à l'hôpital pour s'excuser. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle n'a pas accepté leurs excuses. À partir de là, les choses deviennent un peu floues dans cette histoire. D'un côté, on peut lire sur certains articles que la plainte n'a pas eu de suite après les excuses présentées par les élèves, mais d'un autre côté, j'ai trouvé un autre article affirmant que les élèves auraient reçu une sanction judiciaire mineure de quelques euros seulement. Toutefois, ici l'important n'est pas la procédure judiciaire, mais un retour de bâton qui fait un peu plaisir. En 2010, cette fameuse Madame Lee quitte donc l'école d'Inwa pour prendre la direction de l'école d'Annam de la ville de Gwangju. Sauf que, parmi les parents d'élèves présents dans cette école, beaucoup ont entendu parler de l'école d'Inwa. Et pour eux, de savoir que son ancienne directrice a été mise à la tête de l'école où se trouvent leurs propres enfants, eh bien ça ne leur fait pas plaisir du tout. Et ils le font savoir au travers du forum du site internet de l'école. Au total, plus de 150 messages sont envoyés à l'administration de l'école pour critiquer Madame Lee et réclamer son départ. Suite à cela, Madame Lee a dû démissionner en octobre 2011 et n'a plus jamais retrouvé de poste dans une école depuis. Aujourd'hui, l'école Inwa n'existe plus. Les bâtiments ont été détruits et il ne subsiste désormais qu'un terrain vague et quelques constructions commerciales. Un travail de mémoire est toutefois mené par le centre culturel et historique de Gwangju afin que personne n'oublie. Une loi a également été adoptée, elle renforce les condamnations et facilite les enquêtes sur les abus sexuels. On l'appelle par ailleurs la loi Dogani, Dogani étant le titre coréen du film Silence. Désormais, le silence, lui, est levé et le cri de ces enfants malentendants a enfin été entendu, même si, comme nous l'avons vu, le gouvernement n'y a toujours pas répondu de manière appropriée. Après plusieurs autres procès, la majorité des accusés vont faire entre 3 et 10 années de prison. Ce qui est fou dans ce récit, c'est de se dire que sans le cinéma, sans le film du réalisateur Hwang Dong-hyuk, la justice n'aurait jamais répondu à cette affaire de manière appropriée. Du côté de YouTube, après coup, en écrivant cette histoire, je me suis rendu compte que quelques créateurs avaient déjà abordé ce sujet, ce qui ne m'étonne pas. Il y a Rotten Mango aux États-Unis ou YouCrime en France. Alors si vous voulez en savoir davantage, allez voir leurs vidéos.
je pense que ça vaut le coup. Un grand merci également à toi Rubnest d'avoir remplacé Alter au pied levé, qui n'est vraiment pas au mieux de sa forme en ce moment. Je vous mets par ailleurs en description le lien de la chaîne de Rubnest, chaîne que je vous conseille, car de mon point de vue, il fait partie de cette nouvelle vague de créateurs qui abordent des sujets sciant parfaitement au domaine de l'horreur et de l'étrange. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous dirais partagez, likez, commentez, mais maintenant comme on le dit, boostez l'algorithme. Vous pouvez aussi jeter un œil à mon Patreon, tout neuf, où vous trouverez quelques bonus par rapport à ce que je propose ici sur YouTube. Parce que sur YouTube, en fait, je propose rien. Sur Patreon, si. Et je vous dis, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Prenez soin de vous également.